Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, nous allons voir la deuxième partie du chapitre connexité. Nous allons voir les notions de classe d'équivalence. Une méthode pour désigner les classes d'équivalence, c'est la méthode de De Morgan. Et les graphes, la notion de graphe réduit. On commence par une définition d'une relation binaire de connexité, c'est-à-dire sur un ensemble de sommets V d'un graphe G avec les edges E. X, il est en relation avec Y si et seulement si l'une des deux conditions, ou bien X est égal à Y, ou bien il existe une chaîne joignant X à Y. Donc ici, on ne désigne pas de direction. D'accord? Donc on peut dire qu'il est non orienté. La relation de connexité, c'est une relation d'équivalence. Elle est réflexive, bien sûr, parce que x est égal à x, symétrique parce que x est égal à y et y est égal à x. Et s'il y a une chaîne entre x joignant x et y, c'est-à-dire qu'il y a une chaîne joignant y à x. Et par transitivité, vous pouvez la vérifier. On appelle composantes connexes du graphe les classes obtenues par le quotient de G par rapport à la relation RC. Okay? Voici un exemple. Donc ici, on prend le sommet A, d'accord? Par définition, le A, il est en relation avec lui-même, d'accord? Parce que la relation, elle est réflexive, parce que A est égal à A, bien sûr. Et puis, A, il est en relation avec le G, parce qu'il y a une chaîne entre A et G, d'accord? Et il est en relation avec le F. Voilà. Donc, la classe de A, c'est A est égal à AFG. C'est l'union de toutes les possibilités. De la même façon, la classe de F, par définition, par réflexivité, c'est F elle-même, d'accord? Puis le A et puis le G. Et de même, la classe de G, c'est G lui-même, et le A, le sommet A bien sûr, et le sommet F. Donc on constate que si F appartient à la classe de A, alors A appartient à la classe de F. Donc CA est égal à CF, et CG est égal à CA, et CA est égal à CF. D'accord? Donc si deux sommets X et Y sont en relation par rapport à la relation RC, alors la classe de X est égale, elle est identique à la classe de Y. Et du coup, l'exemple ci-contre, la classe AFG est une composante connexe du graphe G, bien sûr. Ici, le G, c'est le graphe. De la même façon, on va voir l'autre partie. On va commencer par le B. La classe de B, c'est B lui-même, d'accord? Le C, parce qu'il y a un chemin entre le B et le C. Le D, il y a un chemin direct ou indirect entre le B et le D et le E. Donc, pour aller au E, on fait CE. D'accord? D'où la classe de B est égale à la classe de C, est égale à la classe de D, est égale à la classe de E, comme on a vu dans le diapo précédent. Et donc, une deuxième composante connexe de ce graphe, c'est la composante BCDE. Donc, le graphe contient deux composantes connexes, le AFG et le BCDE. On dit que le nombre de composants connexes d'un graphe est appelé le nombre de connexités d'un graphe. Et un graphe est connexe si et seulement si son nombre de connexités est égal à 1, c'est-à-dire qu'il contient une seule classe. Par exemple, l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, ce n'est pas un graphe connexe pour la simple raison qu'il y a deux parties ou bien deux classes qui sont disjointes. Et donc, du coup, le graphe il n'est pas connexe, c'est-à-dire qu'il y a deux sommets qui ne peuvent pas être joints l'un à l'autre. Si on prend l'exemple, par exemple A et C, on ne peut pas aller de A vers C et vice-versa. Voilà. Si le graphe il n'est pas connexe, donc on peut le décomposer en plusieurs sous-graphes connexes ou bien en composantes connexes. Okay? Maintenant, on passe le cas de graphe orienté. On redéfinit la même relation, sauf que ici, au lieu de parler de connexité, on va parler de forte connexité. Et donc, on dit que X, il est en relation de forte connexité avec Y si X est égal à Y, ou bien si X est différent de Y, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un chemin de X vers Y et un chemin de Y vers X. Si l'une des deux conditions est vérifiée,
c'est-à-dire la première condition, c'est x est égal à y. La deuxième condition, c'est une condition composée, c'est-à-dire qu'il y a un chemin de x vers y, orienté bien sûr, et l'autre orientation aussi existe, un chemin de y vers x. OK? Donc, si c'est réalisé, on dit que x il est en relation de forte connexité avec y. Le RF, c'est une relation d'équivalence, vous pouvez le vérifier, comme on a vu pour le RC. Une composante fortement connexe d'un graphe orienté est un sous-graphe de G, tel que pour tout couple UV de nœuds dans ce graphe. U, il est en relation avec V, une relation de forte connexité, c'est-à-dire il y a, ou bien U est égal à V, ou bien il y a un chemin entre U et V et entre V et U. Les classes déduites de cette relation RF, les classes quotientes, donc sont des composantes qu'on va appeler composantes fortement connexes de G. RF est une nommée relation de forte connexité. Okay? Le nombre de composantes fortement connexes est appelé le nombre de forte connexité et de même, un graphe est fortement connexe si et seulement si il contient une seule classe de forte connexité où il est de forte connexité est égal à 1. Exemple, on voit un exemple ici d'un graphe fortement connexe, c'est-à-dire quelle que soit une paire de sommets ici, on va sûrement trouver un chemin de l'une vers l'autre. Si on prend l'exemple de A et C, donc pour aller de A vers C, on a le choix de faire A, B, D, C. Et pour aller du C vers le A, on a le choix de faire C, B, E, A. Et de même pour tous les autres sommets. Donc ça, c'est un graphe fortement connexe. La méthode de Democron, donc avant de commencer, on rappelle qu'un graphe peut être défini par son application ou bien par ses arcs, d'accord? L'ensemble des successeurs de x est noté gamma plus de x et l'ensemble des prédécesseurs de x est noté gamma moins de x. Donc ça, c'est juste un rappel. Donc, on va, soit le graphe G qui est composé de qui et de gamma, on va définir le T+, d'accord? C'est le gamma plus 0 de x, union gamma plus 1 de x, union jusqu'à union gamma plus n moins 1 de x, sachant que le graphe contient n sommets. Donc, tel que on va le définir, la relation, on va la définir de manière récursive. Le gamma plus k de x, c'est le gamma plus appliqué à gamma plus de k moins 1 de x. D'accord? Et le cas d'arrêt, c'est le gamma plus 0 de x, c'est x lui-même. D'accord? Et donc, t plus de x est l'ensemble de sommets qui sont l'extrémité finale d'un chemin dont l'extrémité initiale est x, c'est-à-dire tous les sommets qu'on peut atteindre en partant du sommet x. Un simple exemple, donc on voit ici le graphe orienté, n est égal à 4, d'accord? Gamma plus de 0, par définition, dans le diapo précédent, c'est A lui-même. Le gamma plus de 1 de A, c'est gamma plus appliqué à A, d'accord? Gamma plus appliqué à A, c'est-à-dire les sommets qu'on peut atteindre directement par A. Les sommets qu'on peut directement atteindre par A, il y a uniquement B. Voilà, donc gamma plus de A est égal à B. Maintenant, gamma plus 2 de A, c'est-à-dire c'est le gamma plus appliqué à gamma plus 1 de A. Donc c'est gamma plus de B. Ce qu'on peut atteindre par B, c'est le C et le D à la fois. D'accord? Donc gamma plus de A, c'est gamma plus 1 de B qui est égal à C et le D. On continue. Gamma, on doit ajouter jusqu'au n-1. Donc gamma plus 3 de A, c'est le gamma plus appliqué à C et D. Or, à partir du C, on peut atteindre le A uniquement, d'accord? Et à partir du D, on peut atteindre rien du tout. Donc, gamma plus de C union gamma plus de A est égal à 1. Et à la fin, on aura gamma plus de A, c'est l'union de tout. Ça, c'est le gamma plus 0, union gamma plus 1, union gamma plus 2, union gamma plus 3. Et à la fin, nous allons trouver A union B, union CD, union A, c'est le A, B, CD. C'est-à-dire, pour lire cette conclusion, c'est que le A, il peut atteindre tous les autres sommets. En partant de A, on peut atteindre tous les autres sommets. Donc ça, c'est dans un sens. Maintenant, on va voir l'autre sens, mais avant cela, on peut, au lieu de travailler sur le dessin du graphe, on peut travailler
directement sur la matrice d'adjacence. C'est la même chose, d'accord? C'est-à-dire, ici, le gamma plus de A, c'est A lui-même par définition de réflexivité, d'accord? Le gamma plus 1 de A, on va aller vers la ligne A, d'accord? On va chercher là où c'est différent de 0. Donc ici, c'est uniquement le B. Voilà, gamma plus 2, c'est le B. Maintenant, gamma plus 2 de A, c'est le gamma plus de B. Donc pour le B, on va chercher la ligne de B là où c'est différent de 0. Il y a C et le D. Donc on va retrouver le C et le D. Et le gamma plus 3, c'est gamma plus de C, qui est le A, et gamma plus de D, qui est rien du tout. Donc, c'est le A uniquement. Voilà, on retrouve le résultat précédent, d'accord, en utilisant la matrice d'adjacence. Et en général, c'est plus pratique, ok? Parce que si vous voulez programmer la chose, on doit passer par la matrice, forcément, on doit passer par la matrice, ou bien s'il y a une liste d'adjacence. Et donc, le T plus de A, comme on a vu tout à l'heure, c'est le A, B, C, D. Donc ça, c'est dans le sens, en partant de A, quels sont les sommets qu'on peut atteindre. Maintenant, dans l'autre sens, avant de voir le détail, on introduit une définition, c'est le graphe transposé. Le graphe transposé, c'est le graphe qui garde les mêmes sommets, mais qui inverse les arcs, tout simplement. D'accord? Donc, et la matrice d'adjacence du graphe transposé, c'est simplement la transposée de la matrice d'adjacence du graphe original. Donc, pas plus que ça. Maintenant, on rappelle que l'ensemble des prédécesseurs d'un sommet X est noté gamma moins de X, c'est-à-dire quels sont les sommets qui peuvent atteindre le sommet X, tout simplement. Donc, on va voir l'autre sens. Dans le gamma plus, nous avons vu quels sont les sommets qu'on peut atteindre à partir du X. Maintenant, on va voir quels sont les sommets qui atteignent le X. D'accord? Donc, T moins de X, c'est gamma moins 0, union gamma moins 1, union jusqu'à gamma moins n-1 de X. D'accord? De la même façon, on va définir d'une manière récursive gamma moins de K, c'est le gamma moins appliqué à le gamma moins 4 plus 4 moins 1, pardon, d'accord? Appliqué à X. Et par définition, par construction, gamma moins de 0, c'est de X est égal à X. Donc, ici, une déduction, c'est que le témoin de X, c'est l'ensemble des sommets qui sont l'extrémité initiale d'un chemin qui va atteindre l'extrémité finale qui est X, d'accord? Et dans toutes les possibilités, toutes les longueurs possibles. Bien sûr, de 1 jusqu'à n-1. On peut retrouver les mêmes définitions, ok? Donc ici, on va voir le gamma moins 1, 0 de A, par définition, c'est A. Gamma moins 1 de A, un chemin de longueur 1. Le seul sommet qui peut atteindre le A, c'est le sommet C. Voilà. De longueur 2, c'est-à-dire c'est gamma moins de C. Et les sommets qui peuvent atteindre le C, c'est uniquement B. D'accord? Voilà. Et gamma moins 3 de A, c'est gamma moins de B. Et les sommets qui peuvent atteindre le B, c'est uniquement le A. D'accord? Et d'où le témoin de A, c'est l'union de tout ça. C'est A, union C, union B, union A. Et c'est à la fin, c'est ABC. Donc maintenant, nous avons vu l'ensemble des sommets que X peut atteindre, que le sommet X peut atteindre. Nous avons vu l'ensemble des sommets qui peuvent atteindre le X. En l'occurrence, le X, c'est le A. D'accord? Donc, on est en train de calculer la classe de A. D'accord? On va ensemble T plus inter T moins, c'est-à-dire l'intersection des deux, forme la classe d'équivalence cautionnée par la relation de forte connexité à laquelle appartient le sommet X. D'accord? Cette intersection contient les sommets qui sont reliés à X et auxquels X est relié, c'est-à-dire dans les deux sens, partant de X et atterrissant sur le X. Et c'est une composante fortement connexe, d'accord? L'exemple qu'on a vu tout à l'heure, il y a la classe ABC parce que l'intersection des deux est égale à ABC. Et du coup, le B appartient à la classe de A, donc le A appartient à la classe de B, et donc du coup, nous avons la classe de A est égale à la classe de B est égale à la classe de C. Donc ici, toujours pour cet exemple, on peut vérifier que le graphe contient deux composantes fortement connexes et du coup,
le graphe, il n'est pas fortement connexe. Donc, on peut le voir parce que, d'une manière simple, à partir du D, on peut atteindre aucun sommet. Et donc, il n'y a pas de forte connexité dans ce graphe-là. Le graphe réduit, c'est lorsqu'on va prendre un graphe non fortement connexe et on va le décomposer en plusieurs composantes fortement connexes. On doit juste donner chaque composante fortement connexe, on va l'assimiler à un sommet. D'une manière très simple, c'est ça le graphe réduit, d'accord? Mais si vous voulez le définir, c'est le graphe réduit, c'est le X et le U, d'accord? Donc, le graphe réduit, ça va être le X' et le U', tel que le X', ce sont tous les sommets, bien sûr, d'accord? Mais tel que le X' sans objection avec les classes d'équivalence. C'est-à-dire, si on trouve Q classe, il y aura Q sommet, d'une manière simple. C'est-à-dire, comme on a dit tout à l'heure, c'est assimiler euh, une classe, d'accord? Un ensemble de sommets, l'assimiler à un sommet dans le graphe réduit. Et l'union les edges, c'est le X', X', tel que X, il existe un XY appartenant le graphe initial, tel que X appartient à CI et Y appartient à CJ. Donc ici, il suffit d'ajouter une seule arête. Un exemple pour construire le graphe réduit, si on voit le graphe ci-contre, on peut voir qu'il est composé de deux composantes, d'accord? La première composante, c'est le ABCD. On voit très bien que en allant vers le E, on ne peut pas retourner vers le C, d'accord? Donc voilà la première composante. On va l'appeler la classe C1. On va l'assimiler à un sommet, à vrai dire, d'accord? Et la deuxième classe, c'est la classe EFG, d'accord? C'est la deuxième classe, c'est le deuxième sommet, si vous voulez, dans le graphe réduit. Et donc, on va construire le graphe réduit. Donc, la partie gauche, c'est le C1, la partie droite, c'est le C2, d'accord? Ce sont deux classes. Et on cherche la direction de l'arc. Est-ce qu'il y a un arc allant de C1 vers C2 ou l'inverse, d'accord? Dans le graphe qu'on voit devant nous, il y a un arc entre C et G, donc le graphe, il est de C1 vers C2. Donc, il existe un arc entre le sommet de G1 et le sommet de G2, donc c'est entre C1 et C2. Et en finale, le graphe réduit, c'est le graphe qui est composé de deux sommets, le sommet C1 et C2, et qui est composé d'un seul arc, qui est l'arc allant de C1 vers C2. D'accord? Sinon, il n'y a pas d'arc entre C2 et C1, parce que s'il y a un arc entre C2 et C1, c'est-à-dire qu'il y aura en fin de compte une seule classe, et ce n'est pas le cas. Donc, pour la simple raison que c'est un graphe qui n'est pas fortement connexe. Donc, on termine cette partie par un exemple de la méthode de Democron, d'accord? Donc, voilà devant nous la matrice représentative d'un graphe GR1. Et on va commencer par calculer les classes d'équivalence, d'accord? On commence par le CA, d'accord? D'une manière un peu directe. Le CA, par définition, ça contient, donc on construit le T plus de A. Par définition, ça contient le A, parce que, rappelez-vous, on a parlé de récursivité et de réflexivité, d'accord? Puis de longueur 1, ça contient le B et le E, d'accord? Donc c'est le B et le E. On va réappliquer le gamma sur B et le E, c'est-à-dire on va aller vers la ligne B. Quels sont les sommets atteints par B? C'est le E, d'accord? Le E, c'est... Et quel est le sommet atteint par le E? C'est le A. Donc c'est le EA, d'accord? Donc ici, on ne va pas réappliquer sur le E parce que c'est déjà fait ici, la ligne d'avant. On va appliquer sur le A, c'est déjà fait, donc on arrête. Et à la fin, le T plus de A, c'est l'union de A, BE, EA. À la fin, c'est le A, BE, d'une manière ensembliste, bien sûr. Donc, la classe de A, on va voir l'inverse. Le témoin de A, par construction, c'est d'abord le A, d'accord? Et puis, de longueur 1, rappelez-vous qu'on a parlé de graphe transposé. Donc, c'est-à-dire, le transposé de ça, c'est la ligne devient colonne et la colonne devient ligne. Donc, ici, au lieu de raisonner sur les lignes, comme on a fait pour le T+, pour le témoin, on fait le raisonnement sur les colonnes. C'est-à-dire, quels sont les sommets qui peuvent atteindre A d'une manière directe en un seul arc. Il y a ici le E, voilà, c'est le E. De même, quels sont les sommets qui peuvent atteindre le E, c'est-à-dire atteindre le A en deux temps.
c'est atteindre le E en un seul temps. Donc, les prédécesseurs de E, il y a le A, d'accord? Et il y a le B. Voilà. Donc, ici, on ne va pas refaire le A parce que c'est déjà fait. Donc, ça va donner le E. Et on va refaire le B. Quel est le prédécesseur de B? Ça va donner le A. Donc, voilà, le prédécesseur de B, c'est le A. Donc, on ne va pas refaire le A parce que c'est déjà fait. Donc, on va faire maintenant l'union. Le T moins de A est égal à A union E, union AB, union A. En fin de compte, c'est le ABE. D'accord? Et euh, la classe de A, c'est l'intersection de T plus et de T moins. En fin de compte, on va trouver le ABE. Donc, c'est la classe de B et c'est la classe de E. Donc, on a trouvé la première classe, c'est la classe CABE, si vous voulez. Maintenant, on va chercher une deuxième classe. Donc, nous avons traité le A et le B. Donc, on va voir dans l'ordre la classe de C. Donc, la classe de C, par définition, c'est d'abord le C, d'accord? On va voir les successeurs de C. Donc, dans le successeur de longueur 1, c'est le D, d'accord? Et le F, d'après la matrice, d'accord? Et puis, de longueur 2, on va appliquer sur le D. Donc, le D, il y a le F et le G, d'accord? Ça va donner le F et le G. Et le F, il y a le C. Donc, ça va donner F, G et C. On va réappliquer sur le F, c'est déjà traité. Le G, il n'y a pas de successeur. Et le C, c'est déjà traité, donc on arrête ici. On va faire l'union. Donc, l'union, c'est le C, union DF, union FGC. En fin de compte, ça va donner le T plus de C est égal à CD FG. Dans le sens inverse, c'est-à-dire les sommes qui peuvent atteindre le C, on va faire le témoin de C. D'accord? Le témoin de C, par construction, c'est d'abord le C. Et puis, on va aller vers la colonne C. Quel est le prédécesseur de C direct? C'est F. Prédécesseur direct de F, il y en a C, le D. D'accord? Prédécesseur de C, on l'a déjà traité. Maintenant, on va faire le prédécesseur de D, c'est le C. Donc, prédécesseur de C, on l'a déjà traité. Et on termine ici la partie de témoin de C. Et du coup, le témoin de C, c'est C union F, union CD, union C. À la fin, c'est le CDF. Pour calculer la classe, c'est l'intersection des deux. C'est T plus C et T moins C. Et l'intersection va nous donner CDF, c'est la classe de D et aussi c'est la classe de F. Donc, nous avons eu deux classes. C'est la classe 1 qu'on a vue et la classe 2 qui est le CDF. Il reste le somme qui n'est pas encore traité, qui n'appartient pas encore à une classe, c'est le somme G. Par construction, le T plus de G, c'est d'abord le G. Le G n'a pas de successeur, donc le T plus de G, c'est uniquement le G. Dans l'autre sens, les prédécesseurs de G, il y a le D. D'abord le G, bien sûr, par construction. Il y a le D. Prédécesseur de D, il y a le C. Prédécesseur de C, il y a le F. Prédécesseur de F, il y a le A, le CD, pardon. Il y a le CD. Le C, il est déjà traité. Le D est déjà traité. On arrête ici. Donc, le témoin de G, c'est G union D, union C, union F, union CD. Ça va donner enfin le CDFG. Et pour calculer la classe G, c'est l'intersection de T plus G et T moins G. L'intersection va donner forcément un singleton, c'est la classe formée de G. Et donc, en fin de compte, nous avons eu, pour cet exemple, trois classes, d'accord? Il n'y a pas d'arc d'un sommet de C1 vers un sommet de C2, d'accord? Donc ici, si on voit le A, il va vers le B et le E, et le B va vers le E, et le E va vers le A. Donc, le C1, c'est la classe ABE. Il n'y a pas de, de liaison entre C1 et C2, d'accord? Sachant que C2, c'est la deuxième classe que nous avons calculée tout à l'heure, c'est le CDF, et la troisième classe, c'est le G. Par contre, il y a un lien entre C2 et C3, parce que ici, les prédécesseurs de G, on voit que le D, par exemple, qui est dans le C2, il y a un lien entre C2 et C3. Donc ça, c'est la décomposition en composantes fortement connexes du graphe GR1 qu'on est en train d'étudier. Maintenant, si on veut le rendre connexe, il faut juste relier les classes entre elles, c'est-à-dire C2 et C3, c'est déjà fait. Il reste à connecter le C1 vers le C2. Pour connecter le C1 vers le C2, on va choisir un sommet on peut le faire d'une manière aléatoire, un sommet de C1 vers un sommet de C2. OK? Donc, on prend l'exemple ici, c'est le A vers le C. OK? De même, pour terminer la connexité du graphe,
on va faire un lien entre C3 et C1. Le C3, il n'y a que le G, et le C1, il y a la A, B, E. Donc, ce qu'on peut faire, c'est faire le lien A, comme vous voulez, c'est le GA ou ce que vous voulez, GA, GB ou GE. Et ainsi, nous avons toutes les classes qui sont reliées l'une à l'autre. Et du coup, maintenant, après cet arc qui a été ajouté, le graphe GR1 est fortement connexe. Et du coup, on n'aura plus trois composantes, ça va devenir une seule composante qui est fortement connexe. Voilà, on se voit la vidéo prochaine, Inch'Allah, pour la partie de graphe eulérien et graphe hamiltonien.